Bonjour à tous et merci de nous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous nous rendrons au salon Ever afin de suivre la remise des prix du concours Meta Europe qui récompense des projets innovants. Toujours au Grimaldi Forum, nous avons arpenté les allées du salon Imagina Dental. Le Solibus s'est arrêté en principauté dans le cadre de sa tournée européenne. Nous reviendrons sur cette initiative. Et nous retrouverons en fin de journal notre invité du week-end, Guillaume Couillard, l'entraîneur et capitaine de l'équipe monégasque de tennis, à quelques heures avant l'ouverture du Monte Carlo Rolex Masters. Et tout d'abord, débutons ce journal avec l'un des événements sportifs de l'année en principauté. Le Monte Carlo Rolex Masters arrive à grands pas. Du 15 au 23 avril, les plus grands joueurs de tennis de la planète se réuniront sur la terre battue du Monte Carlo Country Club. Le tirage au sort du tournoi s'est déroulé ce vendredi soir au Jardin Exotique. Frédéric Elion. C'est toujours un moment particulier pour les joueurs, une sorte de début du tournoi avant l'heure. Le tirage au sort du tableau du Monte Carlo Rolex Masters s'est déroulé vendredi soir au Jardin Exotique. Traditionnellement effectué le samedi, le tirage a été avancé cette année sur demande des joueurs. Et c'est le maître des lieux, Rafael Nadal, qui a effectué le tirage. L'Espagnol part à la conquête de la décima, un 10e titre sur les cours du Monte Carlo Country Club. Le Mallorquin aura fort à faire avec une partie de tableau compliquée et la présence notamment de Novak Djokovic, potentiel adversaire dès les demi-finales. Tous les deux, ils n'étaient pas gâtés, mais Rafa, il ne peut rien dire. C'est lui qui a tiré sa propre partie de tableau. C'est relatif. Si on regarde un petit peu, même le côté de Djokovic, il est bien garni avec Thiem. Et avec les autres joueurs, c'est très très fort. Et puis là, de l'autre côté, il y a Zverev, tous ces jeunes qui ne sont pas encore gagnés des grands chelems ou des Masters 1000, mais ils sont très très dangereux. Étincelant depuis le début de saison avec un titre à l'Open d'Australie, Roger Federer ne participe malheureusement pas au tournoi cette année, tout comme Milos Raonic et Gaël Monfils. Avec un Djokovic et un Murray redevenus humains en ce début de saison, ce Monte Carlo Rolex Masters s'annonce ouvert. Je pense aussi que Rafa, qu'on le connaît bien, ses capacités et ses préférences de terre battue, il part un petit peu comme favori, mais c'est relatif parce que Novak Djokovic et Andy Murray, ils n'ont pas joué la semaine dernière, mais ils se sont bien entraînés. On les a vus ici, ils ont fait une préparation très très poussée. Alors là, ça va vraiment. Et puis il y a Stan Wawrinka qui descend aussi, ils sont bien préparés pour la terre battue. Mais comme je disais avant, je vois un peu Rafa un petit peu devant, mais ça n'a rien dire. Et le tournoi débute dès samedi avec les qualifications. Le monégasque Luca Catarina sera notamment sur les cours. Suite de notre série de reportages consacrés au salon Ever, la 4e édition du concours Meta Europe s'est déroulée jeudi en présence du Prince Souverain au Grimaldi Forum. 9 finalistes ont pu présenter leurs projets novateurs. Vanessa Dessy les a suivis. Moto hybride, broyeur de papier ou encore diagnostic amiante pour la 4e année consécutive, le concours Meta Europe récompense les startups et les porteurs de projets innovants sur le thème de la ville durable. Pour cette nouvelle édition, les 9 finalistes défendaient leurs projets devant un jury d'experts techniques et financiers. Le règlement, c'est d'avoir un projet, d'être sur du développement durable. Un projet en maturité, donc il ne faut pas que la société existe depuis trop longtemps. Il s'agit d'un concours de portée nationale qui est destiné à mettre en valeur des porteurs de projets innovants afin de sélectionner dans l'innovation dans le développement durable et de les sélectionner et de désigner les finalistes et les lauréats de ce concours sur des projets avant création, après création. Réintégrer la nature au cœur des bâtiments pour améliorer l'environnement de vie, tel est le défi que s'est lancé Sylvaine Williams, maître d'œuvre paysagiste. Elle remporte la catégorie Ante Création. Il s'agit d'un biofiltre végétal donc qui se présente comme un mur végétal esthétique qui s'installe à l'intérieur d'un bâtiment et qui va donc permettre de purifier l'air intérieur en continu grâce aux végétaux. Ça fait plaisir parce que ce projet est en route depuis 4 ans déjà, qui a nécessité de nombreux développements, beaucoup de recherches et donc c'est un grand plaisir.
Cobratex est une entreprise qui produit et qui commercialise des renforts à base de bambou destinés aux matières composites. La société reçoit le prix de la catégorie matériaux. On a développé une techno qui permet d'extraire les fibres de bambou, de les souder entre elles afin de proposer des renforts pour les matériaux composites. Et les atouts de nos renforts sont qu'on est 3 fois plus léger et on a des propriétés compétitives avec la fibre de verre. Ce qui veut dire, notamment dans cet événement où c'est le véhicule électrique, on peut amener de l'allègement dans ces véhicules-là, donc augmenter l'autonomie des véhicules. C'est beaucoup d'émotions, ouais, surtout qu'on est en pleine levée de fonds. Et cet événement nous permet de communiquer sur ce point-là. Et j'espère ça va nous aider à lever des fonds. La catégorie projet urbain, quant à elle, a été attribuée à la société Unéol. Cette dernière est spécialisée dans les éoliennes qui s'adaptent à l'urbanisation et donc aux caractéristiques des vents rencontrés. Principe de l'éolienne urbaine, l'éolienne connectée, l'éolienne éco-conçue. Donc éolienne urbaine qui est vraiment faite pour récupérer les vents perturbés de nos villes. Éolienne connectée parce qu'on veut discuter avec, c'est-à-dire pouvoir lui donner des données qu'elle nous en récupère. Waouh, tout simplement. Ça fait 3 fois que je participe à ce concours, 2 fois que je croise le prince et enfin j'ai l'occasion de lui parler. J'ai le concours et je suis totalement ravi, quoi. Les 3 lauréats seront donc accompagnés dans leur développement par les équipes de l'Institut Mines Télécom. La dotation ouvrira des prestations de conseil et d'accompagnement. Autre événement toujours au Grimaldi Forum, la 6e édition d'Imagina Dental se déroule du 13 au 15 avril. Ce congrès dentaire rassemble les meilleurs experts mondiaux. Le reportage est signé Frédéric Elion. C'est un congrès destiné aux dentistes et axé sur les technologies esthétiques et digitales, la dentisterie numérique avec notamment l'imagerie 3D. La 6e édition du congrès Imagina Dental a ouvert ses portes jeudi au Grimaldi Forum. Comme chaque année, le prince Albert II est venu découvrir les dernières innovations à l'occasion de sa traditionnelle visite. Imagina Dental, c'est 3 jours d'ateliers pratiques, de conférences qui permettront aux dentistes de découvrir de nouvelles technologies afin d'apporter un meilleur confort à leurs patients. Cette année, nous avons une 30aine d'exposants, qui est donc plus que ce que nous avions l'année dernière. C'est essentiellement des stands qui viennent un peu de partout. Donc, parce que Imagina Dental est un congrès international. Voilà, ce qui est notre force par rapport à d'autres congrès qui se fait en France. Et ça permet donc aux sociétés de rencontrer des dentistes qui viennent un peu de partout. Des dentistes, des orthodontistes, des prothésistes. Voilà, c'est vraiment large parce que cette technologie s'utilise dans tous les domaines. Présente parmi les différents exposants, la société Cavo Dental profite du congrès Imagina Dental pour lancer sa nouvelle marque, Cavo Imaging, avec la présentation d'une nouvelle gamme produits et d'un nouvel appareil OP3D. Cet appareil regroupe toutes les innovations technologiques du Conebeam à l'heure actuelle. Donc un appareil complet au niveau diagnostic dentaire, panoramique dentaire, Conebeam avec jusqu'à 36 possibilités d'examen volumétrique. Le but, c'est pour nous d'avoir des hautes technologies abordables dans l'utilisation au quotidien avec des protocoles informatiques automatisés. La grande nouveauté ici, c'est sur cet appareil, la console informatique permet de sélectionner directement les zones à radiographier et l'appareil s'adapte automatiquement à la morphologie patient au niveau de la taille des volumes, des résolutions, pour limiter les surexpositions, pour éviter d'irradier le patient sur des zones non concernées et d'avoir un diagnostic rapide, précis et totalement sécurisant pour le patient et le praticien. Fondée en 1991, la société Euromax Monaco est spécialisée dans l'équipement pour laboratoire de prothèses dentaires et présente sur ce congrès avec sa toute nouvelle caméra. La caméra intraorale, si vous voulez, ça permet de remplacer aujourd'hui la prise d'empreinte traditionnelle. Donc tout le monde, je crois qu'il a connu qu'est-ce que ça veut dire un petit peu l'étouffement au fauteuil. C'est beaucoup plus confortable, mais surtout, on reste dans du numérique. Donc aujourd'hui, la qualité du produit nous permet de travailler au micron. Donc comme vous pouvez imaginer, quand on utilise des matériaux de doublage quelque part, comme les matériaux d'empreinte, le plâtre, etc. derrière pour réaliser la prothèse, on travaille au micron, mais c'est des microns un petit peu aléatoires. Tandis qu'aujourd'hui, dans le numérique, on a vraiment une perfection totale, on contrôle le micron dans tout le flux numérique. Imagina Dental, c'est jusqu'au 15 avril au Grimaldi Forum.
Il y a 2 ans déjà, leur bus avait fait étape à Monaco. Les jeunes bénévoles de l'opération Solibus sont repassés par la Principauté à l'occasion de leur grande tournée européenne 2017. Patricia Navarro les a rencontrés. Ils sont 10 et tous étudiants dans une grande école de commerce parisienne, l'ISC. Pendant 10 jours, ils ont pris la route à bord de cet imposant bus pour contribuer à leur manière à la lutte contre le sida. L'opération a été baptisée Solibus. Solibus est né en 2003. Avant, on faisait une course. L'association s'appelait Tunis ISC. Et les étudiants partent au Maroc pour faire une course. Et la première année, ils ont distribué à peu près 70 000 préservatifs. Donc en 2003, on a décidé d'instaurer le Solibus. C'est un projet qui se fait tout au long de l'année, qui demande beaucoup d'investissement, surtout pour le flocage du bus, pour tout ce qui est au niveau de la communication, des partenariats. Ici, on est vraiment liés, il y a une très bonne ambiance et surtout, tout le monde y met du sien. Quand on fait des préventions, on les prend vraiment à cœur, on voit que ça intéresse les gens, qu'ils sont curieux. Et ça fait vraiment plaisir de défendre une cause comme celle-là. Camille et tous les autres étudiants qui ont pris part à cette initiative ont été formés dans les centres régionaux d'information et prévention du sida. Au gré de leurs étapes, ils distribuent préservatifs, cadeaux et dispensent des conseils, le tout dans une ambiance volontairement décontractée. C'est l'événement à travers lequel on peut toucher le plus de personnes, entre 200 à 220 000 personnes donc, pendant 10 jours, donc c'est vraiment quelque chose de très important. On essaye donc, comme je vous l'ai dit, de cibler les personnes aux 15-25 ans, vraiment les jeunes, parce que c'est vraiment donc, notre cible, parce que nous-mêmes on est jeunes et qu'il y a un contact qui se fait donc, beaucoup plus facilement. Et donc on est présent à travers les écoles, donc que ce soit Grenoble, Genève, etc. Mais aussi sur les places, comme ça on touche des personnes qui ne sont pas forcément présentes pour ça, c'est important aussi. On organise, donc on a des questionnaires donc, qui nous permettent de faire aussi, donc, de prendre des informations et de voir dans quelle ville on est le mieux informé. Nous, ça nous permet de faire des statistiques. On a vraiment un gros suivi donc, sur ce Solibus, c'est très important pour nous. C'est le seul événement à travers lequel on peut justement avoir les avis et être au plus proche donc, de nos cibles. Et après Monaco, c'est à Toulouse que s'est poursuivie la tournée Solibus avant une remontée vers Paris, en passant par Bordeaux ou Nantes. Nous retrouvons à présent notre invité du week-end. Il s'agit de Guillaume Couillard, l'ancien joueur de tennis et l'actuel entraîneur et capitaine de l'équipe de Monaco. Bonjour Guillaume. Bonjour. Nous allons peut-être pour débuter parler directement du week-end dernier de la Coupe Davis face à l'Estonie. Est-ce qu'on peut revenir sur ce match ? Ouais, ça a été une rencontre très difficile pour nous puisqu'on a perdu 3-2. C'était un match de barrage, donc il fallait absolument gagner pour se maintenir dans le groupe 2. Un groupe dans lequel on est depuis de nombreuses années. Donc là, on sera dans le groupe 3 l'année prochaine. Donc c'est une grosse déception pour nous, mais on va rebondir, on va faire le maximum pour remonter dès l'année prochaine. Et justement, ce seront des matchs qui se disputeront d'une autre manière, c'est une autre forme. Ouais, ce sera sur une semaine avec 12 nations qui se retrouvent en un même endroit. Et il y aura une rencontre par jour pendant une semaine, donc c'est vraiment très compliqué de remonter. Mais on va tout faire pour remonter, parce qu'il est hors de question qu'on reste là-dedans. Donc il faut rebondir, comme vous le disiez. Tout à fait. Et là, c'est l'occasion, on se tourne vers le futur très proche même, puisque le Monte Carlo Rolex Masters débute ce samedi à Monaco. C'est pour ça que nous nous trouvons ici au Country Club. Vous, comment vous sentez l'équipe ? On aura 3 joueurs qui participeront au qualif à partir de samedi. Ils sont prêts. On a Lucas qui a lui joué la Coupe Davis la semaine dernière, donc il a quand même fallu digérer cette défaite. Mais à nouveau, là, il y a un changement de surface, là c'est sur terre battue, donc il y avait un nouvel engouement et je pense qu'il va être prêt. Les autres joueurs aussi, Hugo Nice et Florent Dieppe, sont dans une bonne forme actuellement, donc j'ai vraiment confiance en eux. Comment ça se passe justement pour Lucas par exemple, qui doit vite se remettre, mais même physiquement, du dernier match qui était encore très proche? Ouais, alors il y avait une difficulté, c'est en effet, il y avait la fatigue de la semaine en Estonie et le changement de surface. Il n'a pas joué sur terre battue depuis le mois de juillet dernier, donc c'est énorme. Maintenant, c'est un joueur qui s'adapte assez rapidement, donc il a fallu quand même faire une balance entre beaucoup jouer pour prendre des repères sur cette surface et malgré tout faire une récup. Parce qu'il avait besoin aussi de récupérer, donc là il est actuellement en train de se faire masser, il a été faire une cryo là.
une cryothérapie. Donc on met tout en œuvre et je pense qu'il sera prêt. Avec l'envie, de toute manière, on peut faire plein de belles choses. Quels sont les objectifs pour les 3 joueurs? C'est clair, c'est de gagner déjà le premier match. Donc on sait qu'ils vont jouer contre les meilleurs joueurs du monde, hein, donc c'est une tâche qui est difficile, mais sur un match, je sais qu'ils sont largement au niveau de gagner leur match. Donc l'idée, c'est pas de faire bonne figure, c'est de gagner, quoi. Et au quotidien, dans l'équipe, comment ça se passe? On a l'impression qu'il y a une vraie bonne ambiance, un vrai esprit de famille. Ouais, on est vraiment une bande de copains. On n'est pas un groupe, on est vraiment une équipe, quoi. Donc on sait que chacun sait que si l'autre progresse, ça le fait progresser lui. Il a tout intérêt à ce que son pote il soit bien, dans de bonnes conditions et qu'il soit épanoui et qu'il ait des bons résultats. Donc en fait, tout le monde s'entraide et je suis vraiment fier de cette équipe parce que vraiment, il y a une vraie belle ambiance et on est toujours content le matin de se retrouver pour passer la journée et s'entraîner. Et vous, en tant qu'entraîneur, comment ça se passe justement les entraînements, votre quotidien? Vous avez vraiment des consignes qui s'appliquent différemment à chaque joueur en fonction de leur état d'esprit, en fonction de leur niveau? C'est des joueurs qui ont des jeux totalement différents, des qualités différentes. Il y en a qui préfèrent jouer sur surface dure, d'autres sur terre battue. Donc vraiment, mon approche avec chaque joueur est totalement différente, même au niveau, j'allais dire, mental. Il y en a qui ont besoin de prendre des coups de pied aux fesses, il y en a qui ont vraiment besoin de plus d'encouragement. Donc ça, c'est à moi de m'adapter. C'est là où il faut c'est là où un bon entraîneur va faire la différence, c'est qu'il faut essayer vraiment de s'adapter aux joueurs qu'on a en face. Donc voilà, je m'y attelle, hein, j'essaie de faire de mon mieux pour ça. Ancien joueur, forcément j'ai envie de dire, comment s'effectue la transition de joueur à entraîneur de tennis? Ouais, elle s'est fait un peu naturellement. Moi j'ai arrêté, j'avais 31 ans, donc il était temps de faire autre chose. Et puis ça s'est plutôt bien goupillé parce qu'ils cherchaient un entraîneur ici. Donc en fait, au moment où j'ai voulu arrêter, ils avaient envie que je continue. La fédération voulait que je continue avec eux et donc c'était devenu finalement logique que je prenne la succession de l'ancien entraîneur. Donc voilà, après j'ai eu en effet les Jeux des petits états. J'ai continué à jouer les Jeux des petits états parce que voilà, j'étais encore un petit peu performant en double. Donc voilà, j'ai aidé la nation comme je pouvais. Mais voilà, non, ça s'est fait plutôt bien. On appelle souvent ça la petite mort, le fait d'arrêter une carrière. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, je continue à avoir beaucoup d'adrénaline à travers mes joueurs. Donc je reste dans ce milieu où voilà, j'ai de l'excitation, des objectifs à atteindre. Ça, c'est important pour moi. La passion n'est pas éteinte. Exactement. Est-ce qu'on peut revenir donc sur ce tournoi? Les têtes d'affiche de cette année, quelle est votre vision par rapport à cette édition 2017? Il y a beaucoup d'inconnus. Il y a quand même Djokovic qui était un peu moins bien ces derniers temps. Il y a Nadal qui est à nouveau performant, là, qui va arriver sur terre battue, sa meilleure surface. Après, il y a pas mal d'outsiders. Il y a Lucas Pouille là, qui s'entraînait juste derrière nous, là, qui peut tirer son épingle du jeu. Je ne vais pas vous faire de pronostics parce que je suis très mauvais. Mais non, je pense qu'on va avoir vraiment des belles confrontations cette année. Ouais. Et sur l'ensemble du tennis mondial actuel, le retour, la pétée de Federer par exemple? Moi je suis super content, j'étais un pro Federer, j'avais vraiment les larmes aux yeux quand il a gagné l'Australian Open là, en début d'année. Je trouvais ça fantastique après 6 mois d'interruption. En plus il est entraîné par Ivan Lubicic qui est un mec qu'on connaît très très bien et qui joue les interclubs avec nous ici au Monte Carlo Country Club. Donc on était vraiment contents pour lui aussi. Le tennis, il est encore bien parce qu'il y a encore justement des personnalités comme Federer et Nadal qui sont complètement opposés et finalement les matchs se marient bien. Hein. Après, quand eux vont arrêter, je ne sais pas trop derrière qui va prendre la relève. C'est vraiment une interrogation. Il y a des jeunes comme Kyrgios qui ont une grosse personnalité, qui vont faire du bien au tennis, mais voilà, je ne sais pas. Je crois qu'ils sont en train de chercher des solutions pour les années. L'ATP cherche des solutions pour les années à venir parce que quand des grosses personnalités arrêtent, après, c'est compliqué. Trouver des nouveaux leaders, si on peut dire, des meneurs. Ouais. Exact. Bon, merci beaucoup en tout cas, Guillaume. Je vous en prie. Et on va suivre tout au long de la semaine les prouesses de l'équipe monégasque. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce journal touche à sa fin. Je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. Bon week-end à tous.
Samedi, nous débuterons ce week-end sous un soleil voilé. Les températures seront agréables. Il fera 15 degrés au lever du jour et jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi. Dimanche, temps ensoleillé, peu de vent. Lundi, belle journée, nuages discrets. Les températures seront très douces pour la saison. Mardi, déclin du soleil, apparition de nuages menaçants en fin de journée. Mercredi, ciel en grande partie nuageux, faible risque de pluie. Les températures seront en baisse. Et jeudi, ciel encore incertain.